écrit nous-mêmes une constitution d'origine citoyenne. À mon avis, c'est ça qu'on devrait avoir comme ambition si on voulait venir à bout des injustices sociales. Il faudrait qu'on écrive nous la constitution. Si nous faisions si nous constituions une assemblée constituante désintéressée, que nous écrivions nous-mêmes une constitution aujourd'hui, il n'y aurait pas d'ailleurs que les parlementaires, les exécutifs et les juges, il y aurait aussi les médias que nous mettrions, que Montesquieu pouvait pas imaginer comme un pouvoir dangereux, mais aujourd'hui je pense que c'est clair que les médias sont un pouvoir que nous devrions garantir et protéger de la même manière que la justice. Et puis il y a la monnaie, la création monétaire, la banque, que nous mettrions comme cinquième pouvoir absolument sûrement à équilibrer et contrôler comme les autres. Et donc cette constitution, à partir du moment où on a compris qu'elle est au-dessus de ces, non pas 3 pouvoirs, je dis maintenant 5 pouvoirs, puisqu'il y en a plus qu'autrefois, si on a compris que cette constitution elle est au-dessus des pouvoirs pour nous protéger, nous qui sommes en dessous des pouvoirs. Si on a compris ça, on comprend facilement, je crois, que le fait que les constitutions soient aujourd'hui écrites par les hommes au pouvoir eux-mêmes, c'est la cause des causes. Et je pense que c'est la cause des causes de nos impuissances, pas d'une impuissance, de nos impuissances écologiques, de nos impuissances économiques, de nos impuissances de toutes sortes. Moi, je suis un bisu, ça fait 6 ans que je me bagarre, et je rencontre des gens qui se bagarrent depuis beaucoup plus longtemps, ils se sont bagarrés. Le local. Un petit local de plus ou moins 20 personnes. L'hôtel de ville. Je sais pas. Voilà. On va commencer la deuxième partie. Donc Étienne va nous parler de quoi? Comme vous voulez, il faudrait qu'on parle un petit peu de monnaie et de... Oui, soit la monnaie, soit des institutions européennes. Oui, commencer par les institutions. La monnaie? Je sais pas. Alors quoi? L'institution? L'institution? Allez, on parle des institutions européennes. Ah oui, bon. Ah oui, voilà. Ça les aiderait à suivre. Alors. 1 pour 2 ou 3. Il y en a assez pour tout le monde? J'aurais pu en prendre. J'en ai plein à la maison. Et ouais, mais ce qui est bien, c'est de l'avoir pendant qu'on lit, quoi. Alors, il y a dans les sujets de conversation importants qui sont mal traités dans nos médias et qui pourtant sont décisifs sur ce qui nous arrive en ce moment, il y a l'analyse des institutions européennes. Selon moi, cette analyse des institutions européennes débouche sur, et je commence par la fin, mais je ne vois pas d'autre solution que de sortir de ce truc-là en courant, parce que je trouve que c'est inamendable. Je ne vois pas comment on pourrait arranger ce système qui a été conçu depuis le départ comme un outil, comme une tenaille antisociale.
Et ce que je me propose, c'est de faire avec vous une espèce de tour de quelques épouvantables institutions dans les institutions européennes qui mériteraient d'être connues, répercutées, signalées, transmises entre nous pour que... Alors, j'ai un souci avec les copains de gauche, c'est que il y en a plein qui ne veulent pas sortir des institutions européennes. Ils veulent rester dans les institutions européennes, ils veulent continuer à se bagarrer. Et ça me paraît très profondément contradictoire, parce qu'ils réclament qu'on reste dans une prison qui est devenue la principale source des injustices qu'ils combattent. Alors, je comprends leur argument, leur raisonnement, c'est que il ne faut pas que chaque peuple se replie sur lui-même, il faut qu'on reste solidaire entre les peuples, et que si on sort de l'Union européenne, c'est comme si on trahissait les autres peuples. Ouais, enfin bon, je trouve ça... Ouais, je comprends la logique qu'il y a derrière, mais c'est pas solide par rapport à l'analyse point par point des dangers gravissimes, mais c'est plus que des dangers. C'est des plaies sociales qu'il y a dans l'Union européenne. Alors, commençons. Je ne sais pas si on les traitera tous parce qu'il faut du temps, donc on va commencer. On va voir ce que ça suggère chez vous. Dans le document que je vous ai donné là et que vous pouvez trouver sur le net facilement, j'ai créé cet après-midi avant de venir vous voir, donc j'espère que ça marche. Quand vous faites choix sur Google, vous arrivez sur une page à gauche de laquelle il y a un lien surligné en jaune qui s'appelle Document des conférences. Et ça vous met dans un dossier qui permet de télécharger les différents documents que je cite. Alors c'est pas toujours les mêmes parce que ça vient... Ce que je dis en conférence varie suivant l'inspiration du moment. Il y a toujours un cœur qui est toujours le même parce que c'est le plus important de ce que j'ai compris. Mais bon, je le dis de façon différente et les documents que j'évoque ne sont pas toujours les mêmes. En tout cas, vous trouverez sur le site, relativement facilement maintenant je crois, la liste des documents. Et le document dont je vous parle, là, qu'on va utiliser maintenant dans les minutes qui suivent, là, s'appelle « Principaux griefs contre l'Union européenne ». Et j'en ai retenu 10. Il y en aurait d'autres, mais j'en ai retenu 10. 10 gravissimes, vraiment gravissimes. Vous allez voir, vous allez juger vous-même sur pièce. Et alors, dans le document que vous avez, c'est une liasse dans laquelle la première page, c'est le sommaire avec les 10 points. Et les pages suivantes sont la reproduction in extenso, entière, des articles sur lesquels je m'appuie, ce qui vous permet de vérifier, ça vous permet d'aller voir sur pièce si Chouard raconte n'importe quoi, s'il mésinterprète, s'il se trompe, s'il exagère. Vous pouvez juger sur pièce, je vous donne le texte, le numéro, puis vous pouvez aller voir dans les textes officiels si j'ai bien reproduit le texte en question. Et donc dans les pages qui suivent, vous avez les articles auxquels je fais référence sur la première page, et puis des commentaires, parce que c'est quand même assez compliqué, vous allez voir que c'est bien fait le truc pour qu'on ne voit pas leur manigance. Il faut y aller comme un limier, un détective. Et donc j'ai mis des commentaires entre crochets. Donc ce qui est entre crochets, c'est du Chouard. C'est pas le texte officiel. Et dans le document que vous pourrez télécharger sur le net, c'est pas seulement entre crochets, c'est en vert. Donc ça se voit bien que c'est de l'ajout. Alors, quel est le premier reproche que je fais aux institutions européennes? Et c'est quelque chose. Hein. Vous en avez déjà entendu parler, et je ne suis pas sûr que vous ayez fait le lien avec la réalité. Les institutions européennes mettent en place une banque centrale, la Banque centrale européenne. Cette Banque centrale européenne est instituée comme un organe politiquement indépendant. Ça veut dire que vous pouvez voter d'un bord ou de l'autre. Vous pouvez voter à gauche, à droite, extrême gauche, extrême droite. Vous pouvez voter ce que vous voulez. La Banque centrale, elle s'en fout.
Mais elle s'en fout complètement. Elle est totalement indépendante des pouvoirs politiques. Alors que le pouvoir politique procède du pouvoir monétaire, et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est celui qui a le pouvoir monétaire qui a le vrai pouvoir. L'homme politique qui n'a pas le pouvoir monétaire, il obéira à celui qui tient les cordons de la bourse. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne faites rien. Rien. Donc mais c'est pas tout. C'est pas tout. Premier rouage démoniaque, vraiment démoniaque. Je dis ça, comment on peut dire ça en étant athée, maléfique. La Banque centrale est indépendante. Deuxième rouage, elle a comme mission unique, de lutter contre l'inflation. Même s'il n'y a plus d'inflation. On y est là. Et alors ça, c'est vraiment hypocrite. C'est bien fait, quoi. C'est de l'escroquerie pure et simple. Parce que lutter contre l'inflation, pourquoi pas? Et on entend partout à la radio que l'inflation c'est l'horreur, l'inflation c'est une catastrophe, l'inflation ça pénalise les plus pauvres. Alors, vous savez, pendant les 30 glorieuses, c'est-à-dire les 30 années qui ont séparé la fin de la Deuxième Guerre mondiale des années 70, et 30 années fastes, prospères, plus heureuses que les 30 piteuses qui ont suivi. Et pendant ces 30 glorieuses, il y avait une inflation, 5-6%. Et il y avait une institution complémentaire qu'on ferait bien de ne pas oublier, je crois que vous l'avez encore en Belgique, on est en train d'essayer de vous l'appliquer, qui s'appelle l'indexation. L'indexation des salaires sur les prix. Et cette indexation, elle protège les plus faibles. Le plus faible, il a un bas salaire, mais quand il y a une inflation de 6%, son salaire augmente de 6%, il n'a rien perdu. Donc quand ils viennent nous dire aujourd'hui, en France, où les socialistes nous ont privés de l'indexation, c'est Mitterrand qui nous a privés de l'indexation, en 84 ou 5, je crois, ou 6, un peu après le tournant de la rigueur, là, quand ils ont commencé à faire une politique d'extrême droite, donc 2 ans après avoir été élus. Ils ont supprimé, ce qui est une catastrophe sociale, ils ont supprimé l'échelle mobile des salaires, ça s'appelait, l'indexation des salaires sur les prix. Et alors, effectivement, dans ce contexte où il n'y a plus d'indexation, l'inflation pénalise particulièrement les bas revenus. Et vous avez vu comme ils sont hypocrites au dernier degré quand même, quand ils viennent vous dire « Mais monsieur, vous défendez l'inflation, vous allez pénaliser les bas salaires », alors que c'est lui le gars qui te parle, qui a supprimé l'indexation qui fait qu'on est dans cette situation-là. C'est le même qui vient te faire la leçon en te disant « Enfin quand même, vous devriez, monsieur, résister contre l'inflation ». Donc, première remarque, l'inflation n'est une plaie quand elle est à 5, 6, même jusqu'à 10%, hein. Quand elle est dans une plage raisonnable. L'inflation n'est problématique pour les salariés et pour les entreprises qu'en l'absence d'indexation, qui était défendue par Maurice Allais. Donc j'ai oublié le bouquin, bon, je ne peux pas tous les prendre de toute façon, j'en oublie toujours un ou deux, mais Maurice Allais, prix Nobel d'économie, le seul prix Nobel français, enfin prix Nobel entre guillemets, hein, c'est le prix de la Banque de Suède. Et c'est depuis que la Banque de Suède a décidé d'attribuer ce prix que la folie néolibérale s'impose partout sur Terre. Donc c'est sûrement un rouage majeur dans la conquête idéologique des esprits que ce prix Nobel entre guillemets. Mais bon, indépendamment de ça, Maurice Allais, c'était une pointure quand même quand vous regardez son curriculum vitae. J'ai eu la chance de le connaître à la fin de sa vie, il est mort à 100 ans il y a quelques mois. On a passé quelques années ensemble à des centaines d'heures, c'est passionnant. Et quand j'étais chez lui, c'est effrayant, il avait 30 000 bouquins.
C'est un